Yo te di nou, yo te di nou. Oui, Wopso, beauté à toutes et à tous, je suis Yelian Kosiba. Bienvenue dans Sans hier pas ni jeudi, un espace où l'on se rappelle que sans hier, il n'y a pas d'aujourd'hui. Ici, on ralentit vraiment. On sort un instant du bruit et du rythme du quotidien pour revenir à quelque chose de plus profond. On vient écouter ce que nos lignées ont laissé en nous, dans nos corps, dans nos émotions, dans ces réactions qu'on ne comprend pas toujours, et même dans nos silences. On parle de mémoire, de transmission, d'amour, mais aussi de blessures, de non-dits et de ceux qui continuent de vivre en nous sans toujours avoir été nommés. Parce que parfois, ce que tu ressens aujourd'hui ne commence pas avec toi. Et le comprendre, c'est déjà ouvrir une porte vers la guérison. Alors, bienvenue dans cet espace où tu peux déposer, ressentir et peut-être te retrouver autrement. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de la relation au père. Une relation qui nous construit, nous marque, nous influence parfois, bien plus que nous ne l'imaginons. Alors naturellement, je vais parler depuis ma place de fille, parce que c'est celle que je connais le mieux, mais ce sujet concerne aussi les hommes. Parce qu'un père, il laisse une empreinte dans la vie de sa fille comme celle de son fils. Et souvent, c'est auprès de lui qu'un garçon apprend ce qu'est un homme, ce qu'est une présence, ce qu'est une responsabilité. Et bien souvent, consciemment ou non, il reproduit à son tour ce qu'il a reçu. Ce mot, il résonne pas pareil pour tout le monde. Pour certaines personnes, il évoque la sécurité, la présence, une main tendue. Et puis pour d'autres, il évoque plutôt un vide, une silhouette floue, ou parfois même une peur. Et puis, il y a tous ceux et celles pour qui ce mot porte à la fois de l'amour et du manque, de la tendresse et de la colère, quelque chose d'inachevé qui continue de vivre à l'intérieur. Donc, en ce qui me concerne, mon père vivait sous le même toit que nous, donc ma mère, ma sœur et moi. Mais pourtant, il était absent émotionnellement, physiquement. Et bon, même lorsqu'il était là, il demeurait inaccessible. Et il n'y avait ni véritable dialogue, ni intimité, ni proximité. Et c'est vrai que pendant longtemps, il nous faisait même peur, hein. Non pas parce qu'il était violent, mais tout simplement parce que pour nous, c'était un étranger. Et on vivait avec lui, mais sans même le connaître. Dans mes yeux, mon père était devenu cette espèce de présence un peu périphérique. Quelqu'un qui existait dans le décor de ma vie, sans réellement en faire partie. Et bon, il faut savoir que mon père ne connaissait strictement rien de nous. Il connaissait pas nos dates d'anniversaire, il connaissait pas nos âges, il savait pas dans quelle classe on était, dans quel établissement nous étions. Tout passait par ma mère.
Et puis, peu à peu, j'ai fini par voir les choses comme ça. Bon, il avait participé à ma venue au monde, mais cela s'arrêtait là. Et c'est vrai que ma sœur et moi, à un moment, on a pris l'habitude de dire ça, et puis après, ça nous amusait de dire ça quand on était à l'extérieur. On disait que c'était notre géniteur. Alors, il faut savoir que j'ai deux frères aînés du côté de mon père. Mon père a eu deux fils, un avant de se marier avec ma mère et le deuxième qu'il a eu pendant mariage avec elle. Et un jour, le deuxième, il nous a dit, enfin, il m'a dit un truc. À l'époque, il me dit, ouais, vous avez de la chance, vous. Vous, au moins, vous avez votre père, vous vivez avec lui. Alors, bon, quand il m'a dit ça, bon, je lui ai répondu que, non, pas du tout. Enfin, c'est tout l'inverse, quoi. La chance qu'il croyait voir n'en était pas une. Et en fait, moi, j'aurais même préféré être à sa place. Parce que lui, au moins, il savait que son père n'était pas là. Il ne vivait pas avec lui, il ne le voyait pas. Euh, et puis c'est tout. Mais nous vivions avec lui. Nous ne le rencontrions jamais. Et j'ai envie de me dire que c'est plus facile de faire le deuil d'une absence totale, mais que de vivre avec une présence qui ne nourrit pas. Ah, c'est comme si c'était comme si je dois imaginer la chose. C'est comme si chez lui, nous avions une porte que lui n'avait pas. Ben, lui, il sait qu'il n'a pas la porte. Pas gain porte, pas gain porte. Et puis, terminé, la vie continue. Mais nous, c'est comme si on a une porte, et puis on te dit, non, 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 c'est interdit, il faut pas regarder la porte, faut pas la toucher, pas même manier, pas même essayer ouvrir, porte là. Donc, c'est encore plus compliqué. Et c'est vrai que pendant longtemps, j'ai porté beaucoup de haine envers mon père. Oui, hein, de la haine, parce que pendant toute mon enfance, j'ai entendu ma mère raconter sa souffrance, les infidélités, les absences, les pleurs, les attentes, les déceptions. Il n'y a pas un jour qui passait sans que ma mère ne nous dise, ah, votre papa, papa Zot, ton père, qu'on la voit pleurer, oui, ton papa, machin et tout. Et j'ai grandi avec ça, en fait. J'ai grandi même avec cette idée qu'il était responsable de tout ça. Et pas seulement de ça, parce que j'étais aussi convaincue que c'était aussi à cause de lui que la grossesse de ma mère avait été si difficile et que j'étais née avec ces malformations que je porte dans mon corps. J'en ai parlé je crois que c'est l'épisode 3, si tu découvres cet épisode. Donc, du coup, l'enfant que j'étais avait trouvé un responsable. Et ce responsable, c'était lui. Voilà. Au fil des années, quelque chose a commencé à changer. Pas lui, hein, mais moi. Quand j'avais à peu près la vingtaine, à peu près 25 ans, je me suis mise à regarder mes relations. Les hommes que j'attirais, les hommes que je choisissais, les hommes qui me faisaient souffrir, des hommes indisponibles émotionnellement, des hommes déjà engagés ailleurs, des hommes que je ne pouvais jamais vraiment atteindre. Et un jour, je me suis posé une question, je me suis dit, mais c'est quoi mon problème? Mais qui problème a? Parce que c'était tout le temps les mêmes relations, les mêmes hommes qui venaient à moi, déjà mariés, déjà en couple. Et moi, j'ai fait comme beaucoup en disant, mais que moi, j'ai trouvé ça comme ça, hein. J'ai trouvé ça là, donc, ma foi, si c'est ça qui vient, eh bien, je prends. Mais à un moment, je me suis dit, mais pourquoi je me retrouve toujours dans ce type de relation? Des hommes qui ne me choisissent pas, des hommes qui... J'ai connu ça, des hommes qui, en fait, ne voyaient en moi que cette espèce d'objet sexuel, que, bon, ben voilà, pour s'amuser, bon, ben voilà, je suis là, et puis quand ils ont envie de se mettre en couple, d'être dans une relation stable, eh ben, c'est pas moi qui ai choisi.
Ils vont se mettre avec quelqu'un d'autre qu'ils viennent de rencontrer. Ah oui, c'est super, ça va bien se passer, alors que peut-être des fois, ça se passe même pas bien par la suite. Et je me disais, mais pourquoi est-ce que je suis attirée par des hommes qui, d'une manière ou d'une autre, ne sont jamais vraiment disponibles? Et c'est là que le travail a commencé. Un travail qui m'a amené à revisiter beaucoup de choses. Mon histoire, mon rapport à moi-même, mon éducation, mes croyances, mes blessures. Et peu à peu, ce que j'ai compris, c'était que ce que je cherchais, ce que j'attendais et ce que je reproduisais racontait quelque chose de ma relation à mon père, ou plutôt de cette relation qui n'avait jamais réellement existé. Et ce travail m'a conduite par la suite à regarder mon histoire familiale autrement. Et c'est là que j'ai découvert que mon père, lui aussi, avait grandi avec un manque. Que son père est décédé lorsqu'il avait 9 ans. Donc, je suis allée chercher pour pouvoir, pendant que j'écrivais le sujet de cet épisode, je suis allée regarder, en fait, puisque moi, j'ai jamais connu mon grand-père. Mon père n'a jamais parlé de son père. Et c'est là que j'ai vu, effectivement, que mon père avait 9 ans quand son père est décédé. Et quant à sa mère, elle n'a pas pu ou n'a pas voulu, enfin, on ne sait pas, en tout cas, être présente comme un enfant en aurait eu besoin. Donc, du coup, lui aussi, il a grandi avec des absences, avec des blessures. Alors, naturellement, cela n'efface pas ce que j'ai vécu, cela n'excuse pas tout. Mais cela m'a permis de comprendre quelque chose de fondamental. C'est que très souvent, nous transmettons moins que ce que nous voudrions transmettre, que ce que nous avons nous-mêmes reçu. Et je compris que mon père, il a fait avec ce qu'on lui avait laissé, avec ce qu'on lui avait transmis, avec des outils qu'il n'avait jamais eu lui-même. Cette histoire, c'est la mienne, oui, mais c'est aussi celle de beaucoup d'entre nous. Et encore aujourd'hui, plus d'une famille sur 2 en Guadeloupe est monoparentale. Donc je parle de la Guadeloupe, mais aux Antilles. Et la question du père dans nos familles antillaises et plus largement dans de nombreuses familles noires, ça dépasse largement les histoires individuelles. Et derrière nos récits, il existe aussi une histoire collective, sociale, historique. Et c'est justement ce que nous allons explorer dans quelques instants. Mais avant cela, j'aimerais t'inviter à t'arrêter un instant sur ta propre histoire. Et c'est le moment de notre rubrique « Kaki en tche à Giromon ». Une rubrique où l'on va questionner ce qu'il y a au fond de ton cœur, au creux de ton arbre, de ton histoire. Kaki en tche à Giromon, seul celui qui vit une histoire sait ce qu'il porte en lui. Ma question pour toi, c'est, lorsque tu regardes tes relations amoureuses, passées ou présentes, cherches-tu un partenaire ou cherches-tu encore quelqu'un qui viendra réparer ce qui a manqué à l'enfant que tu étais? Donc, tu vas prendre un petit instant en musique avec cette question parce qu'elle peut être inconfortable, mais elle peut aussi ouvrir une porte immense vers la compréhension de soi. À tout à l'heure.
Whoop, so, nous voici de retour, donc j'espère que la réflexion fut bonne. Alors, je vais continuer donc mon propos. Alors, cette thématique du père, j'avais déjà envisagé de l'aborder lorsque j'ai fait la thématique qui est consacrée à la mère. D'ailleurs, la deuxième partie arrive. Et puis c'est vrai qu'il y a quelques semaines, il y a une sœur qui m'a envoyé le lien d'un documentaire dont j'avais déjà entendu parler, sans avoir pris le temps de le regarder. Et donc il s'agit de la fête des pères, réalisée par Ayana Oshun. Et c'est vrai que je dois dire que j'ai adoré le documentaire. Bien évidemment que en pleurer, j'ai pleuré, hein, parce que j'ai été profondément émue pour plusieurs raisons. Enfin, il y a une raison en particulier qui m'a émue, mais c'est vrai que il m'a marqué parce que il propose une réflexion sur l'histoire des familles noires et il donne aussi la parole à des femmes qui racontent leur père, des femmes qui racontent le manque, l'absence, les questions restées sans réponse, mais aussi les conséquences en fait de cette relation dans leur vie d'adulte de femme aujourd'hui. Et c'est là où j'ai été très émue parce qu'à plusieurs reprises, j'ai eu l'impression d'entendre des morceaux de ma propre histoire. Et l'une des femmes raconte qu'elle a eu plusieurs relations. Enfin, tu as dit plusieurs. On va croire que elle a parlé de tellement de relations. Non, elle a parlé de 2 relations. Et en fait, elle disait que de ces 2 relations sont nés des enfants, mais qu'à un moment, elle s'est retrouvée quand même face à un questionnement qui a fait écho en moi, hein, à mon propre parcours. Et elle disait, mais c'est quoi mon problème? C'est quoi cette malédiction? Et quand je l'ai entendue, mais je me suis revue quelques années plus tôt, à une époque où je connaissais ni le transgénérationnel, ni les constellations familiales, ni ce qui est développement personnel. J'avais pas toutes les lectures que je peux avoir aujourd'hui. Et c'est vrai qu'à cette époque aussi, comme elle, je cherchais simplement à comprendre pourquoi je me retrouvais toujours face à des hommes indisponibles, pourquoi j'étais attirée par des hommes déjà engagés ailleurs. C'était que ça qui venait vers moi, comme j'ai dit en amont, c'était que ça en fait, j'attirais que ça. Pourquoi, malgré des histoires en apparence différentes, eh ben, je me retrouvais toujours confrontée au même résultat, au manque. Parce que oui, ces hommes-là sont indisponibles, donc forcément, ils peuvent pas être avec toi. C'est, comment on dit ça, c'est un petit instant qu'on t'accorde, on te donne un petit bonbon là à sucer pendant, allez, 5-10 minutes, enfin, on t'accorde 15-20 minutes, une demi-heure, allez, 1 heure, et puis c'est bon. Et c'est ce qu'elle faisait comprendre. Et en fait, ce que je me dis, c'est comme si derrière nos histoires personnelles, se cachait parfois quelque chose de plus vaste que nous. Dans ce documentaire, il y a aussi le docteur Stéphanie Mulot, qui est une ethnologue qui fait partie des femmes interviewées. Son propos m'a également beaucoup interpellée parce qu'en fait, elle, pour comprendre son histoire familiale, elle a construit son arbre généalogique. Et en fait, dans le documentaire, hein, elle nous déballe l'arbre généalogique et elle nous montre ce qu'elle a découvert. Elle s'est rendue compte qu'en remontant sa lignée, que son père lui-même, donc elle a grandi sans son père, donc son père lui-même a grandi sans son père, que son grand-père avait connu une histoire similaire, et puis la génération précédente également, et ainsi de suite. Et en fait, c'est comme si l'absence circulait d'une génération à l'autre. Et lorsque je l'ai entendu raconter cela,
Ben, j'ai pensé, moi aussi, j'ai repensé à mon arbre généalogique. J'ai pensé aussi, bon, moi, à mon père qui, quelque part, bon, j'ai eu son absence. Donc, lui aussi, ben, à 9 ans, il a perdu son père. Et donc, à tous ces hommes-là qui, eux aussi, avaient grandi avec des manques, des ruptures et des absences. Parce que moi aussi, j'en ai dans mon arbre. Et ça m'a rappelé quelque chose d'essentiel. C'est que derrière nos histoires individuelles, ben, se cachent parfois des héritages, et plus souvent que rarement même, plutôt que parfois, des héritages beaucoup plus anciens que nous. Et c'est là que la véritable question se pose. C'est là que la véritable réflexion commence. Parce qu'au-delà de ce que nos parents ont fait ou n'ont pas fait, il y a ce que nous portons encore aujourd'hui. Des traces que certaines absences ont laissées en nous, les attentes, les manques, les stratégies que nous avons développées pour continuer à avancer. Alors, avant d'aller plus loin dans mon propos, eh bien, je vais t'inviter à faire une autre pause avec la rubrique Kaki en Tché à Giromo. Lorsque tu regardes l'histoire de ta famille, quelle est la blessure ou le manque qui semble se transmettre de génération en génération et comment cela se manifeste-t-il encore dans ta vie aujourd'hui? Je te laisse à la réflexion avec ces quelques notes de musique. À tout à l'heure.
Alors nous sommes de retour et bon, j'espère que cette question t'aura permis de poser un regard différent sur ton histoire familiale. Et bon, peut-être que certaines choses sont apparues clairement. Bon, peut-être qu'au contraire, cela a soulevé encore plus de questions. Mais c'est tout à fait normal. Parce que lorsqu'on commence à regarder ce qui se transmet dans notre famille, on finit souvent par découvrir que certaines histoires nous dépassent bien largement. Et c'est ça, en fait, que j'ai trouvé particulièrement intéressant dans le documentaire, pour en revenir, donc la fête des pères, c'est qu'au-delà des témoignages et des histoires personnelles, il pose aussi une question qui est beaucoup plus vaste. D'où vient ce phénomène que l'on retrouve dans tant de familles antillaises, dans tant de familles noires? Pourquoi cette absence du père revient-elle si souvent? Pourquoi est-ce qu'on retrouve les mêmes schémas d'une génération à l'autre? Et pour répondre à cette question, le documentaire nous invite à remonter beaucoup plus loin, bien avant nos parents, bien avant nos grands-parents, jusqu'à la période de l'esclavage. Ce que vous n'aimez pas entendre, vous n'avez pas aimé entendre ça. Mais oui, parce que beaucoup sont là à dire que oui, voilà, cette histoire c'est du passé, avançons, passons à autre chose. Ben non, on ne peut pas passer à autre chose tant qu'on n'a pas regardé les choses, parce que il y a des traces, ok? Jusqu'à aujourd'hui, il y a des traces. Et à l'époque, à cette époque-là, il y avait un document, un livre qui faisait office de loi, qui régissait la vie des Africains, des Kamites. J'aime pas dire le mot africain parce que c'est un mot colonial. C'est l'Occident qui a inventé le mot africain. Donc, qui régissait la vie des Kamites qui ont été mis en esclavage. Et ce document-là, ce truc-là, c'est le code noir. Le code noir qui, je crois que c'est le mois dernier, qui était en voie d'abrogation. Eh bien, dans ce truc-là, il y avait un article, enfin, il y a, parce qu'il existe encore, l'article 12 qui dit « Les enfants qui naîtront de mariage entre esclaves seront esclaves et appartiendront aux maîtres des femmes esclaves et non à ceux de leur mari ou du père si le mari et la femme ont des maîtres différents. » Ce qui veut dire que l'enfant est juridiquement rattaché à la mère et au propriétaire de la mère, mais pas à son père. Donc ça signifie concrètement que le lien là, paternel n'existe pas légalement. Le père peut être là, parce que si les parents sont mariés, il peut être là, il peut reconnaître cet enfant dans son cœur, mais aux yeux du système esclavagiste, il n'existe pas gain papa. Zéro. Il n'a aucun droit sur lui. Il ne lui appartient pas. Et lorsqu'on prend la mesure de tout cela, on comprend que ce n'est pas seulement un homme qui est séparé de son enfant et qui a été séparé à l'époque de son enfant, mais c'est tout un lien de filiation qui a été volontairement fragilisé. Voilà encore autre chose que j'ai relevé dans le documentaire. Ce sont les propos du docteur Carlos Moore qui explique que ce qui a été attaqué pendant l'esclavage, ce n'est pas seulement la figure du père, mais c'est le concept même de famille. Et il dit que pendant 4 siècles, tout a été mis en œuvre
pour empêcher les populations kamites déportées de reconstruire leur structure familiale. Donc, il y a eu les séparations forcées, les ventes d'enfants, les prêts des hommes d'une plantation à l'autre. Et quand tout à l'heure je disais quand les parents étaient mariés, parce que ça arrivait qu'ils prêtaient des hommes dans des plantations pour qu'ils aillent engrosser d'autres femmes esclaves. C'est quand même violent ça, c'est dingue. Alors, on imagine là, la femme est là et on lui dit, bon allez, ouvre les jambes là, allez, tu ouvres tes jambes et puis bon, ben voilà, même pour l'homme, c'est, voilà, on vient, on te dit, va, tu vas. Donc, il faut le savoir qu'il y a eu ça. Donc, alors, quand c'était ce cas de figure, mais alors là, mais le papa, mais pas gain papa du tout, mais c'est inexistant. Papa, c'est quoi ça? Là, tout le mot géniteur prend son sens. Donc, il y avait aussi les violences physiques et sexuelles. Il faut savoir qu'aussi les hommes étaient sodomisés sur la place publique. Il faut le savoir. Je ne sais pas si c'est un rapport là, mais j'avais envie de dire ça parce qu'il faut le savoir. Et donc, tout ça participait à une même logique. Empêcher la famille de se constituer durablement. Et il pose une question qui mérite d'être entendue, qui a toute sa place. Comment peut-on espérer retrouver après 4 siècles d'une telle destruction, d'une telle ignominie, ça n'a pas de nom, comment est-ce qu'on peut espérer retrouver un modèle stable de père présent tel que l'Occident le définit aujourd'hui, alors que ce même Occident-là, cette même société esclavagiste, a tout fait pour briser le concept de famille? C'est une réflexion qui m'a pété la tête, ça m'a beaucoup interpellée, parce que elle apporte quand même un éclairage collectif sur ce que beaucoup d'entre nous ont vécu, mais elle sait aussi imbriquer, qu'est-ce qu'on dit, Kayoka dit, imbriquer, bref, dans une autre réflexion qui avait 2 dimensions pour moi. La première dimension vient de la place de fille que je suis, et c'est la réalisatrice qui a posé la question, enfin qui a posé cette réflexion-là. Elle dit qu'elle entend cette histoire collective. Et oui, on l'entend. Elle comprend les mécanismes historiques. Elle comprend que son père, donc je mets le mien aussi dedans, que donc nos pères sont eux-mêmes des héritiers de quelque chose qui les dépasse. Mais au-delà de cette réflexion, elle a eu the question, c'est ma question fétiche que je me pose souvent, et je vais laisser le suspense, je vais la poser tout à l'heure. Et la deuxième dimension de cette réflexion, c'est du côté des garçons, des hommes. Parce que oui, je parle, comme je le dis, de ma place de fille qui a grandi avec l'absence d'un père, avec les blessures, les manques, avec des relations amoureuses bancales. Mais il y a aussi des garçons qui grandissent sans modèle, qui, bien malgré eux, apprennent ce qu'est un homme à travers une absence, qui deviennent des adultes avec des blessures qu'ils n'ont jamais appris à nommer. Parce qu'il faut se le dire, un père ne marque pas seulement la vie de sa fille, mais il marque aussi celle de son fils. Et c'est vrai que plus souvent que rarement, ce qui n'a pas été reçu finit par être transmis à son tour. Alors, je ne vais pas aller plus loin dans cette réflexion aujourd'hui, mais on va prendre le temps de regarder ce qui se joue du côté des hommes et d'en discuter dans la deuxième partie de cette thématique. Parce que c'est vrai que c'est essentiel de comprendre les blessures des filles d'hier et donc des femmes d'aujourd'hui, mais ça l'est tout autant de comprendre ce que portent les fils d'hier et les hommes d'aujourd'hui.
malgré les blessures, malgré les ruptures, malgré tout ce qui a pu être transmis de génération en génération, il existe aussi des femmes et des hommes qui choisissent de retisser du lien, de redonner du sens à leur histoire, de créer des ponts là où d'autres n'ont connu que des coupures. Parce qu'au fond, regarder le passé n'a de sens que si cela nous aide à mieux habiter le présent. Alors, nous allons prendre un instant pour notre rubrique Lumière Bayo. Lumière sur eux. Eux, nos ancêtres, que chacun de nous porte physiquement, émotionnellement et en mémoire. Ceux dont les histoires, les blessures, les résistances et les rêves continuent encore de vivre à travers nous, que l'on en soit conscient ou pas. Mais lumière aussi sur celles et ceux qui, aujourd'hui, participent à faire vivre une mémoire, une culture, une transmission des femmes, des hommes, qui, à leur manière, construisent des ponts entre le passé, le présent et l'avenir. Parce qu'honorer son histoire ne consiste pas seulement à regarder ce qui a été perdu, mais c'est aussi reconnaître ce qui continue de vivre, de se transmettre et de rayonner. Et aujourd'hui, je prends le plaisir de mettre en lumière un homme qui, à travers son engagement, contribue, du moins, à reconnecter les afro-descendants. J'ai dit continue, mais peut-être qu'il a déjà commencé à faire ça dans une autre vie. Enfin, tu nous le diras, Kwaku. Donc, qui contribue à reconnecter les afro-descendants à une part de leur histoire et de leur héritage. Limie Ba Kwaku Mansa. Bonjour à tous. Si je vous dis, vous rêvez de découvrir le Bénin, mais vous ne savez pas par où commencer, nous avons la solution pour vous. Je suis Kwaku Mansa, Guadeloupéen installé au Bénin, passionné d'immobilier et de culture. Je vous propose de découvrir mon pays d'adoption, le Bénin, à travers des séjours touristiques uniques. Au-delà de penser business, c'est ma contribution envers notre communauté, accompagner et encourager le maximum d'afro-descendants à découvrir la terre-mère. Le Bénin, un pays vibrant. Le Bénin, c'est une histoire riche, une culture fascinante et des paysages époustouflants. Musique traditionnelle, marché, interminables plages de la côte atlantique, il y a tant à découvrir. Mes activités. Je propose des séjours touristiques avec hébergement chez l'habitant, des visites culturelles et des expériences authentiques. Je vous accompagne personnellement pour vous faire découvrir les secrets du Bénin, comme la ville de Cotonou, la porte du Noroto à Ouida, le village lacus de Granvier, la ferme autonome de Songhai, la dégustation de la cuisine béninoise et bien d'autres choses, mais aussi vous accompagner dans vos démarches administratives. Pourquoi choisir le Bénin? Découvrir une autre version de nous-mêmes, une culture riche et accueillante, des paysages diversifiés, une histoire fascinante. Je suis ravi de partager cette expérience avec vous. Le Bénin est un pays qui vous surprendra, qui vous émerveillera et vous donnera envie d'y aller et surtout de revenir. Merci de votre attention. Merci Kwaku pour ce partage. Finalement, ce qu'il nous rappelle à sa manière, c'est qu'il existe parfois plusieurs chemins pour se rapprocher de soi-même. Alors, certains passent par la parole, d'autres par l'histoire familiale, d'autres encore par la rencontre avec une terre, une culture, une mémoire. Mais j'ai envie de dire, quel que soit le chemin emprunté, une même question demeure. Et j'en reviens à ma The Question, ma question fétiche. C'est la question que la réalisatrice a posée. Qu'est-ce que je fais moi de la blessure de la fille que je suis? Oui. Et je vais me faire la voix des hommes
qu'est-ce que je fais moi de la blessure de garçon que je suis? Parce que le docteur Carlos Moore, là, il dit, Biteaï, il a dit ses affaires. Ce n'est pas de leur faute. Ok, c'est l'histoire collective. Oui, il n'y a pas de problème. On a compris, c'est pas de leur faute. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Nous comprendre, c'est pas ça le plus compliqué. Enfin, pour la grande majeure partie d'entre nous, c'est pas ça qui est le plus compliqué, comprendre. Mais une fois qu'on a compris d'où la blessure, elle vient, mais la douleur qu'elle a laissée là, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on fait de l'enfant qui a attendu? Qu'est-ce qu'on fait du manque, de la colère, de la souffrance? Oui, on comprend l'histoire et c'est nécessaire de comprendre l'histoire. Mais comprendre, ça ne guérit pas. Pas toujours. Et pas en profondeur. Lasse répéter ça. Je l'ai déjà dit encore et je le répète. Comprendre ne guérit pas toujours et ne fait pas tout le travail, tout le job. Et c'est justement, précisément là que commence le véritable travail. Quand tu as compris, eh ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller en profondeur. Il faut faire face à son histoire. Et là, il y a du domboué. Et c'est là, Zokapetaye, c'est ça qui vous fait peur de regarder en face votre histoire, de découvrir des choses. Pourtant, il n'y a pas à avoir peur, hein. Il ne va pas y avoir un Casper le fantôme à côté de vous qui sera là. Ouh, ouh. Non. Mais la question, c'est comment vivre maintenant avec la blessure sans la transmettre à notre tour. Parce qu'il y a un moment là, il faut arrêter d'avoir peur, hein, et puis il faut stopper l'hémorragie. Ça peut pas continuer comme ça, encore et puis vous laissez ça à la patate chaude là, vous la retransmettez à vos enfants mais à un moment donné, il faut casser ça, il faut casser le cycle. Il faut stopper. Donc, comment vivre avec la blessure sans la transmettre à notre tour? Et c'est ce dont nous parlerons dans la deuxième partie de cette thématique. Donc, je vais vous laisser avec cette question en suspens. Et on va se retrouver dans un prochain épisode pour continuer à débattre là-dessus. Alors, m'attendons de m'avoir écouté aujourd'hui. Je ne sais pas, j'ai adoré enregistrer cet épisode. J'ai une excitation particulière à cet épisode, je sais pas. Pourtant, tous les autres épisodes que j'ai enregistrés, je les ai aimés, hein, mais là, je sais pas, il y a une énergie qui est différente, il y a une vibration qui est différente. Bref. En tout cas, si l'épisode t'a plu, abonne-toi au podcast et partage-le avec 2-3 personnes qui pourraient en avoir besoin. Et donc moi, je te retrouve très vite pour un nouvel épisode. Sans jeudi, pas ni demain. Chaque pas que tu fais vers ta guérison éclaire la route de ceux qui viendront après toi. Prends soin de toi et de tes racines. Au top.